L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute! La natation, ça faisait partie de ma vie, c'était ma vie. Mais à côté de ça, j'avais besoin d'être épanoui aussi. Quintuple champion du monde, il détient l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de la natation. Camille Lacour est mon invité cette semaine. J'ai commencé à nager 2 fois par jour et ça jusqu'à mes 32 ans. Quand est-ce que tu commences à croire en toi? Au moment où lui me dégage. Et là, je commence à arrêter de me cacher derrière mes excuses. Je commence à devenir de plus en plus un sportif parce que j'ai plus peur d'essayer. Qu'est-ce qui permet d'arriver au plus haut niveau? Comment parvient-on à passer de bon à excellent? On a un coach dans la natation, pourtant on sait nager, donc c'est important d'avoir aussi un coach mental. T'as eu une crise d'identité? J'ai évidemment ce regret de ne pas avoir de médaille olympique, mais ce qui me fait le plus mal, c'est... Comment tu savais que t'étais égoïste? Parce qu'il n'y a que mes choix qui comptaient. Enfin, quand on lui a annoncé que c'était un cancer, elle m'a dit « mais tu peux partir ». J'ai dit « partir où ?» On ne contrôle malheureusement pas sa santé mentale à 100%. Ce serait trop simple. Il ne faut pas oublier de se donner des objectifs journaliers. Dans cet épisode, on aborde les sujets de la performance, du burn-out et de la résilience. Un épisode riche en enseignements inculqués aux sportifs de haut niveau et que l'on peut toutes et tous appliquer à notre quotidien. Sur le moment, j'aurais pris la même gifle. Quand il y a doute, il n'y a pas doute. Et j'aurais aimé avoir le courage de changer quand même. Ça, c'est mon plus gros regret. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Camille Lacour. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci pour l'invitation. Petit big up à Alice qui nous écoute, j'espère, qui a permis cette rencontre. Alice que vous avez peut-être vu lors du dernier défilé Je ne sais quoi, qui était génial, donc qui t'accompagne, ta femme? Ouais, ma compagne, pas encore femme. Et qui donc, à qui j'avais dit, en fait, ça fait longtemps que j'aimerais te recevoir. Je pense que tu fais partie d'une des rares personnes que j'ai suivi, enfin dont j'ai suivi la carrière. Et en plus, tu prends la parole sur différents sujets dont on va parler aujourd'hui, notamment la santé mentale. Mais avant tout ça, j'aimerais te poser cette question signature du début du podcast, de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ok, alors je m'appelle Camille Lacour, je suis un ancien champion de natation, j'ai été 5 fois champion du monde et 5 fois champion d'Europe, une vingtaine de fois champion de France. J'ai arrêté ma carrière en 2017. Après cette fin de carrière, j'ai vécu un moment compliqué mentalement pour me reconstruire. Donc j'ai vécu vraiment cette petite mort du sportif que je voulais balayer, mais qui m'a rattrapé très fort. Et au moment où j'ai commencé à me reconstruire, j'ai eu la chance de trouver Alice, et avec qui aujourd'hui j'ai la chance de partager ma vie. Je suis papa d'une petite fille de 11 ans que j'ai eue d'une précédente union et d'un petit Marius qui a bientôt 3 ans avec Alice. Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport qu'est la natation? Parce que j'imagine que c'est pas anodin, quoi. Il y a beaucoup de sports qu'on essaie quand on est enfant. Qu'est-ce qui a fait que toi, c'est celui-ci que tu as choisi? Alors ça a été déjà le premier que j'ai pratiqué, un peu par hasard. C'est-à-dire que la petite histoire, c'était que mon père, le week-end, partait à la pêche en rivière. Et moi, je voulais absolument l'accompagner parce que j'avais envie d'être avec mon papa. Lui, c'était son moment tranquille du week-end. Et mon père avait dit, tant que tu sais pas nager, tu viens pas avec moi sur le bord des rivières parce que c'est dangereux. Donc, je me suis mis au club de piscine. Et en fait, de là, j'ai commencé à faire de la natation, de la compétition. Et je suis pas allé à la pêche avec mon père. Donc, Mais on le salue quand même parce que l'intention était là. À quel âge t'avais quand t'as commencé? La première fois que je me suis mis dans l'eau, j'étais vraiment tout petit, j'avais 3 ans, mais bon, c'était pas encore de la natation, c'était vraiment de la piscine. Et j'ai commencé à nager en fin de primaire, je nageais 1 à 2, 3 fois par semaine. Et puis au collège, j'ai commencé à nager 1 fois par jour. Ah ouais. Et à ma 2e, 3e, donc normalement je devais rentrer au lycée, mais j'ai repiqué pour entrer en sport-études, j'ai commencé à nager 2 fois par jour, et ça jusqu'à mes 32 ans. Ça a été compliqué, la décision de faire sport-études? Non, ça a été super simple en fait. C'était un heureux hasard, c'est-à-dire que j'étais dans un club où j'avais plusieurs potes, et puis il y a une section sportive qui s'est créée. On m'a demandé si je voulais en être, donc je savais que j'allais être dans la classe de mes potes. C'est quelque chose qui me plaisait, et puis à partir de là, je dis allez, on y va. On a commencé comme ça, sans se prendre la tête, vraiment pas en se disant qu'on allait devenir des champions, mais qu'on pouvait faire un peu plus de sport que les autres pendant la journée, donc c'était quelque chose qui nous plaisait. Sans forcément faire attention, on s'est retrouvés déjà en fin de collège, et à la fin de collège, il n'y avait plus la section, en fait, ça arrêtait en fin de 3e, et j'avais le choix entre intégrer soit le sport-études pentathlon moderne,
soit le sport-études natation. Et je préférais la natation à ce moment-là parce qu'il y avait plus d'adversité, c'était plus compliqué. Et c'était vraiment le sentiment que j'avais à l'époque en me disant il y a peu de chances d'y aller, mais j'ai envie d'essayer celui-là. Et donc j'ai intégré le sport-études à ce moment-là, mais toujours sans me prendre la tête, quoi. Enfin, jamais dans mes souvenirs à ce moment-là, je me dis je vais être un champion ou je vais faire une carrière, quoi. C'est juste une opportunité de vivre ma scolarité différemment parce que c'est pas quelque chose sur lesquels je suis. Alors, je suis pas un mauvais élève, mais sur mes bulletins, il y avait écrit agréable fumiste. Voilà, ça montre un peu le mec. Et dans la piscine, j'étais pareil. En fait, je faisais le strict nécessaire. J'avais tout le temps entre 10 et 12 de moyenne. Et je voulais pas en faire trop, surtout pas un tout petit peu trop, tant que j'avais la moyenne, ça suffisait, quoi. C'était pareil en piscine? C'était pareil en piscine, parce que voilà, moi j'étais là avec mes potes, c'était un moment que je passais sympa, que j'aimais l'eau, j'ai toujours aimé l'eau, la sensation de dompter cet élément liquide pour essayer d'avancer en prenant un appui solide, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis tout petit. Et le silence aussi, le silence qu'on a quand on a la tête dans l'eau, ce léger bruit de fond, j'adore, où on se retrouve un peu soi-même. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans la natation et dans les sports aquatiques. Quand tu dis que tu es arrivé un peu là, sans trop te poser de questions, t'as pas des épreuves ou des examens pour intégrer ces différentes sections? Alors pour entrer à la première section au collège, non, pas forcément. Il y avait juste par rapport aux résultats, c'était un petit club, donc on me connaissait de ce club-là. C'était juste histoire de s'entraîner un petit peu plus pour une dizaine de nageurs du club. Et ensuite pour entrer au sport-études, oui, il y avait un test à faire, mais c'était l'entraîneur de mon club aussi qui gérait ça. Donc voilà, je savais que j'allais être un petit peu pistonné. Mais je savais qu'il m'avait proposé d'y aller aussi parce que il croyait aussi en moi à ce moment-là, alors que moi pas du tout. Et c'était vraiment une opportunité, voilà, vivre ma scolarité différemment, quoi. C'était vraiment, ça allait pas plus loin à ce moment-là. Quand est-ce que tu commences à croire en toi? Au moment où lui me dégage. C'était un entraîneur qui m'a mis dans l'eau quand j'avais 3 ans, en fait. Donc je passe mon bac, c'est à Fort-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, je passe mon bac, je valide ma première année STAPS en 2 ans, parce qu'en étant sportif de haut niveau, j'avais le droit de le passer sur 2 ans. Et en fait, pendant l'été, il m'appelle et il me dit nous on part en stage et après on te prend en tant que boulet dans l'équipe, mais on veut d'abord lancer la machine sans toi, quoi. Et là, il titille mon orgueil en disant, d'où je suis un boulet, j'étais déjà champion de France junior, j'ai été médaillé au championnat de France toute catégorie, je me considérais pas comme un boulet, mais dans mon attitude, je l'étais, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Et donc je décide de plus m'entraîner avec lui et de voir ce qui se fait le plus dur en France. En fait, à l'époque, c'était Philippe Lucas qui décide de venir à Canet-en-Roussillon, donc à 1 heure simplement de Fort-Romeu, de là où mes parents habitent. Et je décide d'aller faire un stage avec lui d'1 semaine pour voir si c'est quelque chose qui pouvait me correspondre. Et il y a un super feeling qui se passe avec Philippe. Et donc je descends avec lui pendant 2 ans. Et là, je commence à arrêter de me cacher derrière mes excuses. C'est-à-dire que voilà, l'agréable fumiste qui aime bien les soirées et qui aime bien faire de la piscine parce que ça permet pendant l'adolescence d'être un petit peu gaulé. Je le mets un peu de côté, alors il est toujours présent, hein, mais je commence à devenir de plus en plus un sportif et évidemment les résultats ils arrivent aussi assez rapidement. Comment t'expliques que même avant cette prise de conscience qu'il faut changer d'attitude, tu as quand même réussi à avoir des résultats assez conséquents? À quoi c'était dû si c'était pas dû à une détermination à toute épreuve? Alors je crois que j'ai eu de la chance déjà d'avoir mon premier entraîneur, Richard Martinez, il s'appelle, à Font-Romeu, qui était un entraîneur de l'équipe de France, qui était un technicien hors norme, donc j'ai toujours très bien nagé grâce à lui. Je pense que j'avais quelques facilités aussi dans une piscine et un feeling avec l'eau qui était peut-être un peu plus au-dessus de la moyenne. Et je crois que la combinaison de ces 2 éléments, plus toutes les heures d'entraînement, même si j'étais pas investi à 100%, même à 80%, ça suffisait pour effleurer un petit peu le haut niveau. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai eu quelques médailles au championnat de France par catégorie, quelques titres, et petit à petit, je commençais à m'approcher du haut niveau et c'est quand je descends avec Philippe Lucas que je me dis on va vraiment voir ce que j'ai dans le ventre. Je suis déjà 3e au championnat de France. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 22 ans. Donc tu te dis déjà, je vais quand même donner une chance à la carrière de sportif de haut niveau. T'aurais pu après STAPS faire continuer STAPS. Bon, après, ça me plaisait pas beaucoup, STAPS, donc c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire et j'avais envie aussi de partir de la montagne et de voir autre chose. Et je décide d'aller voir avec Philippe, déjà voir ce qu'il y avait de plus dur, comme ça voir ce que j'avais dans le ventre, et ensuite me dire on verra jusqu'où ça mène, quoi.
à ce moment-là, j'ai absolument pas conscience de mon potentiel, quoi. Mais vraiment, enfin, même j'étais déjà 3e au championnat de France toute catégorie, c'est pas quand même dégueu. Mais pour moi, c'était rien. C'était pas du tout un exploit. Et c'était, enfin, aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont 3e au championnat de France, je me dis c'est déjà des bons nageurs, quoi. Je me considérais pas du tout comme tel. Qui est Camille avant de commencer ce stage avec Philippe Lucas? Et qui est Camille qui termine ce stage? Alors, en fait, je fais une semaine avec lui pour voir si ça peut marcher. Ça change pas en une semaine, mais entre le début où je m'entraîne avec Philippe Lucas et 2 ans après, quand je décide de partir, je suis l'agréable fumiste qu'il y avait à l'école. Et à la fin des 2 ans, je suis un nageur qui commence à croire à son potentiel. Vraiment, qui commence à travailler plus sérieusement, qui a vraiment arrêté de se cacher derrière ses excuses en mode voilà, si je fais trop la fête, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas moi. C'est parce que je fais la fête. Et j'ai plus peur de me dire ok, maintenant je vais y aller vraiment à 100%, et puis si j'échoue, c'est pas grave, j'ai vraiment essayé. Alors que voilà, de faire ce premier pas contre cette peur de l'échec est vraiment est le plus gros frein de l'humanité, quoi. Et ces 2 ans m'ont vraiment permis de l'enlever, de me dire ok, je vais voir jusqu'où je peux aller, et puis peu importe où ça me mène, dans tous les cas ce sera une réussite parce que j'ai plus peur d'essayer. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce changement d'état d'esprit? Le travail, déjà. Énormément avec Philippe Lucas, ça m'est arrivé de nager 100 km par semaine, donc 10 séances de 10 bornes, c'est même en courant, c'est chiant, en voiture c'est relou, donc en nageant, j'imagine pas. Ah ouais, c'était un enfer. Voilà, déjà toutes ces heures d'entraînement, de voir aussi les résultats. J'avais été champion de France, j'ai eu un record de France à un moment donné aussi quand j'étais avec Philippe, mon premier record de France. Et là en fait tout ça, de me dire champion de France toute catégorie, recordman de France, c'est-à-dire qu'en France il y a personne qui a nagé plus vite que moi. Ça commence à les résultats en fait me rattrapent et me disent il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Tu te retrouves rapidement dans les meilleurs européens, il y a un potentiel que t'as jamais, sur lequel tu n'as jamais posé le regard, mais à un moment donné il va falloir que tu en prennes conscience si tu veux avancer. Et je pense qu'à la fin de Philippe Lucas, je suis vraiment dans ce mood où je sais pas jusqu'où ça peut me mener. Je sais que je peux être dans les meilleurs mondiaux, mais ça peut être dans les 10 premiers comme dans les 3 premiers, je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'attire et j'ai pas peur. Je me dis au pire, même si je suis 10e, c'est pas un échec, quoi, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences ce qu'on appelle la préparation mentale? Alors pas encore. J'avais eu la chance quand j'étais en sport-études, on avait des psys sportifs, des psychologues du sport. Et en fait, c'était pendant les heures d'entraînement. Et en tant qu'agréable fumiste, j'avais le choix soit d'aller faire des longueurs, soit de parler avec un psy. Je me suis dit, je vais faire le psy un peu, ça va me reposer. À cet âge-là, je devais avoir 15-16 ans, j'avais pas compris forcément l'intérêt qu'il y avait. Je parlais beaucoup, il m'a apporté énormément de choses. Et après, avec le recul, une fois que j'ai arrêté ma carrière et que j'ai fait cette rétrospection sur tout ce que j'ai vécu, je pense que inconsciemment ils m'ont créé des bases pour pouvoir devenir un vrai champion et avoir la carrière que j'ai vécue. Mais voilà, c'est important, mais à l'époque j'en voyais pas l'importance. Et c'est en 2010, après mes premiers titres internationaux, que j'ai vraiment la chance de pouvoir avoir un préparateur mental dans le staff et de travailler différemment. Est-ce que tu peux nous partager en quoi ça consiste, ce travail de préparation mentale? C'est un univers qui me fascine beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un univers qui, pour l'instant, est réservé quasiment qu'aux sportifs de haut niveau, parce qu'il y a un enjeu très concret, quoi. Mais à quoi ça ressemble, peut-être, je sais pas, ta première session de préparation mentale? Si ça te fascine, déjà, j'ai un super ami qui vient de sortir un livre et qui fait un spectacle à Paris. Et c'est un préparateur mental qui travaille avec énormément de personnes et qui est fascinant. Donc, il s'appelle Ludovic Saraviello. Ok. En fait, il est arrivé en septembre 2010. Donc, faut savoir que moi, dans ma carrière, mes premiers titres de champion d'Europe, je les ai en août 2010, donc 2 mois avant l'arrivée au club du préparateur mental. Et quand il arrive à Marseille, le coach le présente et dit voilà, maintenant on va avoir la chance d'avoir un préparateur mental dans l'équipe. Et moi, je trouve ça super intéressant. Je me dis, c'est une arme en plus. On a un préparateur physique. Pourtant, on est quand même, on n'est pas mauvais en musculation et c'est bien d'en avoir un. On a un coach dans la natation. Pourtant, on sait nager. Donc, c'est important d'avoir aussi un coach mental. Et vu que j'arrive de ces championnats d'Europe où je viens de faire 3 titres, je me dis c'est pas forcément moi qui en ai le plus besoin, quoi. Donc je laisse un peu la place aux autres. Et au bout de 15 jours, le préparateur mental vient me voir et me dit Cam, on m'a dit que tu étais intéressé pour travailler avec moi. Et je dis ouais, mais je pense que c'est pas moi la priorité.
Il me dit, le problème, c'est que personne ose franchir le pas, quoi. Il me dit, si tu veux être le premier, je suis chaud. Je dis, trop bien, ok, on le fait. Il me dit, on le fait mercredi matin, parce qu'on avait l'habitude, après la séance du mercredi matin, qui était une séance très difficile, de prendre tous ensemble un café et un sandwich après l'entraînement avant de rentrer chez nous. Et il me dit, j'aimerais que juste après l'entraînement, tu te dépêches un peu et que quand tout le monde descend pour prendre le café, comme vous faites d'habitude, on soit sur une table bien en vue et que tout le monde voit qu'on travaille ensemble. Pourquoi ? Même si je me doute un peu de la réponse. Ah oui. Pourquoi est-ce que personne ne voulait aller consulter un préparateur mental alors que, a priori, ça ne peut qu'améliorer leur performance ? Clairement, mais ça faisait un petit peu peur à l'époque. C'était il y a 17 ans. Ça. Et merde. Watch la violence. C'était à l'époque, on était que je sache, le premier club de professionnels à en avoir un ouvertement. Et même dans la piscine, certains de nos adversaires disaient s'ils ont besoin d'un préparateur mental, c'est qu'ils sont faibles. Ce qui est une faiblesse de penser ça. Mais le premier pas, c'était un peu ça. Et puis même moi, quand je dis je pense pas être le premier à en avoir besoin, c'est-à-dire que le premier qui va prendre le rendez-vous avec lui sera le plus faible du groupe. Et en fait, le fait de me prendre en premier alors que j'étais fort de mes résultats de l'année précédente, ça a fait un peu le contraire en fait. C'était plus un joker de luxe et que les têtes d'affiche avaient le droit et que les autres pouvaient s'y inscrire plus tard, quoi. Et donc je me suis assis avec lui, j'ai dit écoute, c'est quelque chose qui me fascine, j'adore, mais je sais pas du tout de quoi on va parler, quoi. Et il me dit pourquoi tu t'assois en face de moi alors ? Et je lui dis parce que au pire tu m'apportes rien. Dans tous les cas, ce sera que positif ou rien. Il y aura pas de négatif, quoi. Il va pas. Je savais que c'était pas un mec c'était pas un gourou, c'était vraiment quelque chose d'intelligent. Et donc on a commencé à discuter et il m'a expliqué le fonctionnement du cerveau en fait. Et j'ai adoré. C'est quelque chose qui m'a fasciné. Au bout de quelques leçons, de quelques entretiens, je sais pas trop, des moments d'échange, il m'a dit qu'il avait pas grand chose à m'apprendre sur le côté gestion du stress en compétition, parce que moi j'étais comme un gamin en fait. Quand j'étais en compétition, j'étais face à 7 adversaires et je voulais gagner la bagarre, quoi. C'était un jeu pour moi. Il n'y avait pas de stress négatif ou qui pouvait me paralyser, quoi. Ouais, me paralyser. C'était vraiment le contraire. Mais par contre, il m'a aidé à grandir en tant qu'homme, parce que les deux sont pas dissociables quand on est un sportif de haut niveau. Et ça m'a beaucoup aidé. J'étais un peu plus pas colérique, mais pas loin. J'étais moins patient, moins posé. Et tout ça, il m'a appris à gérer en m'expliquant le fonctionnement du cerveau, en m'expliquant de la visualisation, en m'expliquant la respiration. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et que je me sers toujours aujourd'hui et que j'essaye de transmettre à mes enfants, surtout la grande, parce que le petit, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Il est jamais trop tôt pour apprendre à gérer ses émotions. Ah, surtout lui, parce que on est sur une sensibilité assez élevée, mais voilà, c'est un monde que j'ai adoré. Le préparateur physique est vraiment là pour nous apprendre à se servir du corps, et le préparateur mental est vraiment là pour nous apprendre à se servir du cerveau, quoi. Et déjà, on connaît pas grand-chose du cerveau, même les professionnels en connaissent pas grand-chose, donc c'est super intéressant de travailler là-dessus. Quelle est la plus grande découverte que tu aies faite par rapport au fonctionnement du cerveau et qui peut-être a été game changer pour toi ? Il y a deux choses qui me viennent. Dans la façon de discuter, que le cerveau ne connaît pas la négation. Tout le monde connaît. J'aime bien donner comme anecdote. Surtout, ne vous rappelez pas du hall d'entrée de votre collège. Surtout, ne vous en rappelez pas. On a tous l'image du hall d'entrée du collège. C'est-à-dire que même si on dit faut pas faire ça, le cerveau entend juste ce qu'il faut faire parce que il comprend l'ordre et pas la négation. Et ça, j'ai compris pour la façon de discuter est vraiment importante, la façon de poser ses mots, et c'est quelque chose de vraiment primordial dans la performance. C'est-à-dire que si mon entraîneur me dit surtout tu ne rates pas ton virage, mon cerveau il va dire surtout rate ton virage. En fait, il va imaginer le virage raté. Et il faut dire surtout faut pas le faire. Mais en fait, j'ai déjà imaginé le virage raté, donc c'est autoréalisateur. Voilà, il faut surtout pas rentrer là-dedans. Donc j'ai compris cette puissance, et j'ai aussi compris que le cerveau ne connaît ni le passé, ni le futur, ni le présent. Et ça, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'on peut passer une journée horrible, ou le contraire, une journée magnifique, si on décide d'être dans le mood complètement différent. Si on est en vacances sur une plage magnifique avec les personnes qu'on aime et qu'on pense simplement à un dossier qu'on n'a pas rendu, ou à cette collègue de boulot qui nous prend la tête et qui nous pourrit la vie, la journée, elle va être pourrie, quoi qu'il arrive. Et en fait, ça marche dans l'autre sens. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on peut être dans les bouchons et puis avoir... moi, j'ai
un grand livre de photos et de vidéos dans mon cerveau. Et quand je suis dans les bouchons à Paris, quand je suis dans le métro, hop, j'ouvre ce livre et puis c'est des photos de mes enfants. C'est le premier biberon que ma fille a donné à mon fils. Et dessus, j'ai mis plus d'images, j'ai mis de la musique, j'ai mis des choses qui me détendent, qui me donnent le sourire. Et en fait, ça, je m'en sers tous les jours quand je me fais couper la route par un cycliste qui respecte pas les feux, voilà, tous les trucs comme ça, au lieu de m'énerver, de mettre un coup de pied dans le vélo, je suis là, pense à ces images, redescends, respire, et ça m'aide beaucoup en tant qu'homme à être plus apaisé et à trouver le sens de mes priorités. Ça me fait penser à une autre facette assez fascinante du cerveau, qui est, alors je mets toutes les précautions du monde parce que je ne suis absolument pas neuropsychiatre, mais que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui advient, enfin entre l'imagination et la réalité. Et je crois que c'est un peu ce qui est à l'origine du concept de visualisation, dont peut-être tu nous parleras parce que je pense que tu as beaucoup plus d'expérience que moi en la matière, mais c'est assez fascinant. Et j'avais même lu une étude qui m'avait marqué concernant le fait de se muscler. C'est que si jamais tu t'imagines avant d'aller dormir tous les soirs en train de faire des bicep curls, donc en train de lever des poids pour entraîner tes biceps, tu faisais ça pendant 10 minutes, tous les soirs pendant 1 mois. Il y a eu des groupes tests, et en fait, le groupe qui le fait a gagné 30% de masse musculaire par rapport au groupe qui ne le fait pas. Ce que j'ai trouvé assez ouf comme résultat. Par contre, il y a vraiment des faits là-dessus. Moi, ça m'a fait penser à cette anecdote. C'est au début, avant mes courses, quand j'ai commencé à faire du haut niveau, arrivé à 3-4 heures avant ma course, je la répétais des dizaines de fois dans ma tête. C'est-à-dire que je la visualisais à chaque fois pour la connaître, pour prévoir le plus possible. Et j'avais tout le temps les jambes lourdes, en fait, en compétition. Et un jour, avec le préparateur mental, il me dit, tu veux qu'on parle de quelque chose et tout? Je dis, ouais, j'ai les jambes lourdes. J'ai jamais les jambes lourdes, alors qu'on s'entraîne comme des acharnés. Et le jour des compétitions, quand je dois être vraiment au top, j'ai les jambes lourdes. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'il y a? Et la première question qu'il me pose, il me dit, combien de fois tu répètes ta course dans ta tête? Je sais pas, des dizaines, des centaines, des milliers de fois, quoi. Et il me dit, la prochaine compète, donc dans 3 semaines, là, tu t'obliges à ne la répéter que 3 fois. Dès que tu vas commencer à penser à cette course, tu balayes et tu prends une photo dans ton calepin cérébral et tu penses à quelque chose de positif, tu te détends, et seulement 3 fois dans le week-end. Et j'ai pas eu les jambes lourdes. Donc je suis pas sûr qu'on puisse prendre autant de biceps juste en imaginant faire du sport. Je pense que ça devait être couplé à une pratique sportive, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que cet effet de jambes lourdes, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Donc c'est vraiment si on dit à notre cerveau qu'on est tout le temps fatigué, on est tout le temps fatigué. Si on a notre cerveau qu'on est de bonne humeur, on est tout le temps de bonne humeur. Enfin ça marche avec les enfants. Ma fille un jour est partie en famille, 1 semaine de vacances, et quand elle est revenue, elle était pas du matin. Genre le truc qui est jamais arrivé, mais je pense qu'elle s'est levée un peu d'un mauvais pied un matin et quelqu'un lui a dit, t'es pas du matin. Elle s'est dit, ok, trop bien, j'ai le droit pendant 1 demi-heure de pas être de bonne humeur, quoi. Et très vite, je l'ai reprise de volée. J'ai dit non, ça en fait, il y a personne soit il y a personne qui est du matin, soit il y a personne qui est pas du matin. C'est un choix. On se lève, on est de bonne humeur. Et je dis, à la maison, on se lève, on est de bonne humeur tout le temps. Et en 2 jours, c'était fini. Elle était de bonne humeur le matin. Et ça, c'est un choix, en fait. Soit on se permet d'être de mauvaise humeur, soit on se permet d'être des choses qui sont pas agréables parce qu'on trouve des excuses. Mais ça, c'est pas le cerveau. Ça, c'est juste des excuses qu'on peut se trouver pour orienter nos faiblesses. Alors, je vais te challenger là-dessus. Je sais que tu as vécu une période difficile dont tu parles dans le documentaire Strong sur Amazon Prime, notamment donc après les JO de 2012 où tu as vécu une dépression. Donc forcément, là, moi, quand je t'entends dire la bonne humeur, c'est un choix, je pense que c'est dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on ne contrôle malheureusement pas sa santé mentale à 100%. Ce serait trop simple. Oui. Non, il y a évidemment... c'est un peu comme contrôler sa santé. On peut faire attention à ce qu'on mange, on fait attention à notre hygiène de vie, mais malheureusement, il y a des choses qui rentrent dans notre vie et qui sont pas négociables, donc il faut gérer avec. Là, moi, ça a été un échec, et puis il y en a, c'est une dose de travail trop élevée. Il y a des choses comme ça où on pense être capable de pouvoir surmonter, et en fait, ça nous retombe dessus et on tombe dans des problèmes mentaux. Donc, quand j'ai vécu ma dépression, c'est surtout que j'ai oublié
tous ces rodages. C'est-à-dire que je crois vraiment aux objectifs en tant que sportif. En plus, évidemment, quand on commence quand on prend un rendez-vous avec notre entraîneur en début de saison, on a des objectifs sur l'année, on a des objectifs sur 2 ans, on a des objectifs sur une Olympiade. Et comme ça, on prévoit tout sur 4 ans. Mais surtout, il faut pas oublier de se donner des objectifs journaliers. En fait, de se lever le matin en se disant, voilà, je vais encore progresser. Moi, j'aime beaucoup le concept d'inertie, c'est-à-dire que une voiture en panne, en fait, le plus dur, c'est de faire les 3 premiers pas. Une fois qu'on a réussi à faire des 3 premiers pas avec cette voiture, on peut avancer, on peut prendre des petits hauts, des petits bas, mais si on arrête la voiture sur une petite colline, ben on va reculer, quoi. Et ça, c'est le problème en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu cet état dépressif, c'est que je me disais, dans 4 ans, je serai champion olympique. Parce que je venais d'échouer au jeu et je me disais, dans 4 ans, j'arriverai à me relever, je suis un champion, j'arriverai à gagner dans 4 ans. Et sauf que le cerveau, il peut pas se projeter si loin. Et là, moi, j'étais à l'arrêt avec ma voiture en panne et je me dis, je vais aller tout en haut de la montagne. Et puis j'arrivais pas à me motiver, en fait, pour faire avancer cette voiture parce que l'objectif, il était trop loin. Et ce qui est important dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est de surtout s'auto-complimenter. Quand on fait vraiment le boulot, quand on est vraiment à 100%, il faut voir le verre à moitié plein. Et quand j'étais sportif, je le faisais très bien, et sauf quand il y a un échec, j'ai oublié tout ça, et j'étais vraiment... à un moment donné, on a le droit d'être malheureux aussi, et puis quand j'ai dit, allez, c'est bon, je me relève, j'avais oublié tous ces fondamentaux, et je voyais juste à 4 ans, j'arrivais pas à me remotiver, et j'ai dû retrouver des tout petits objectifs pour me relever, pour relancer la machine, pour relancer cette voiture et cette inertie. Quand est-ce que tu te rends compte que tu es en dépression ? Très longtemps après. Ah, c'est vrai ? Pas sur le moment ? Alors, sur le moment, je sais que je suis pas bien. Okay. J'ai des images de moi où je suis spectateur de mon corps, où je suis social, je souris et tout. Et en fait, comme mon esprit qui me regarde tout blanc, tout pâle, un peu comme dans les mauvais films, là où il y a l'esprit qui est à côté, qui est là, ouais, moi je suis pas heureux, mais vas-y, fais ton cinéma. Et je sais que je vis un moment très très compliqué. Je sais que j'ai plus envie de me lever le matin, alors que ça fait 20 ans que je nage et que ça m'est jamais arrivé. Je sais que j'ai plus envie de prendre soin de moi, j'ai plus envie de prendre soin des gens que j'aime. Et heureusement, à ce moment-là, la femme avec qui j'étais était enceinte. Et elle était enceinte de 8 mois déjà. Donc, et c'est une échographie, en fait. À un moment donné, on devait aller faire une échographie, l'échographie des 8 mois. Et je me dis, ok, maintenant je me lève à 9h30, je me rappelle avoir mis le réveil à 9h30, genre, waouh, objectif de fou, quoi. Et j'avais pris une douche, je m'étais rasé, et j'étais allé chercher le pain. Mais pas parce qu'il fallait le faire, mais parce que j'avais envie de le faire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, maintenant tous les matins, je vais faire ça. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à créer cette inertie, à avancer. Mais ça a été super compliqué, en fait, à remettre, parce que quand on est au fond, en fait, on n'a pas envie de voir toutes les mains qui nous sont tendues. Il faut que ça vienne vraiment de nous et de se recréer petit à petit des objectifs. Et puis des fois, il ne faut pas avoir peur aussi, quand on est trop loin, de prendre des médicaments, d'aller voir un spécialiste. Parce que faut savoir que quand la dépression dure trop longtemps, le cerveau ne fournit plus, en fait, la molécule du bonheur. Donc il faut la recréer synthétiquement avec les médicaments. Et puis grâce à cette inertie qu'on peut recréer, le cerveau se remet à la produire. Mais certains disent non, mais moi je suis pas faible, j'ai pas envie de prendre des médicaments. Ça n'a rien à voir avec de la faiblesse, quoi. Ce serait stupide de pas céder, mais il faut y aller, quoi. Il faut réussir à s'en sortir, et il faut prendre les solutions qui nous sont données. Comment tu le vis, cette dépression ? Parce que je pense que c'est très dur quand on est dans un métier où nos résultats sont très liés à nos capacités, où on est beaucoup en contrôle finalement. Voilà, c'est en plus, toi, c'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel. Donc, à chaque fois, ça dépend de toi. Donc, j'imagine que de vivre cette forme d'impuissance couplée à le fait que ta compagne est enceinte et que tu devrais te réjouir. Donc, en fait, tu as en plus les injonctions de la société qui te rappellent ce que tu devrais être. Donc, peut-être une forme de culpabilité aussi. Enfin, ça ressemble à quoi ton état d'esprit cette année-là ? C'est quelques mois dans l'année 2012 après les Jeux où, pour le coup, j'ai toujours rêvé d'être papa. C'est vraiment aussi longtemps que je me rappelle, j'ai jamais voulu être champion de natation ou quoi que ce soit, je voulais être papa. Moi, c'était le plus beau des métiers du monde. J'ai toujours été, depuis que j'ai la chance d'être papa, un papa poule. Donc, c'était vraiment une conviction. Et le fait de pas avoir forcément de motivation, il y avait aussi cette peur parce que quand on fait de la natation, malheureusement, on n'a pas des salaires de footballeurs. Et je me dis, si en plus je me rétame, les sponsors, est-ce qu'ils vont me suivre ? Il y a toute une incertitude autour qui fait assez peur. Et en fait, toujours pareil, je me projette trop loin pour pouvoir me relever. En fait, je me dis, ça ira mieux, mais jamais quelque chose de concret, parce que sinon, il faudrait vraiment que je me bouge, je suis pas prêt à ça. Et donc, je le vis, je le subis, en fait. Ouais. Tu
Tu travailles encore? Tu continues à Non, aller là aux entraînements? j'avais arrêté de nager. Ok. C'était prévu de toute façon après les Jeux que je prenais 6 mois d'arrêt. Ok. J'en avais besoin, je le sentais mentalement, j'en avais besoin. Et puis je savais aussi qu'il y avait besoin de changement dans ma vie parce que moi, quand j'étais nageur, j'étais vraiment très égocentré, très égoïste. Comment tu savais que t'étais égoïste? Parce qu'il n'y a que mes choix qui comptaient. Enfin, toute la vie des gens qui m'entouraient devait tourner autour de la mienne. Parce que j'étais convaincu, en un et en deux mots, que ce que je faisais était plus dur que le reste du monde. Donc en fait, pour être le meilleur du monde, il fallait que tout ce qui m'entoure soit avec moi. C'est-à-dire que si ça me faisait perdre une once d'énergie, je voulais pas ça, quoi. Et pour moi, l'empathie, c'était un défaut. Donc j'étais allé loin et je savais qu'en devenant papa, il fallait déjà que je change ça. Et c'est une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps. Je me dis, est-ce que si j'avais eu la chance de gagner les Jeux, j'aurais eu aussi un moment compliqué comme ça parce qu'il fallait que je me réinvente. J'aurais adoré discuter de ça dans cette vie parallèle, mais bon. Ouais. Peut-être dans le champ quantique. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une vie. Il y a peut-être un autre Camille. C'est ça. Voilà, ce changement aussi, c'est quelque chose qui avec le recul, je me dis, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie où je voulais pas être cette personne pleine de certitude et d'égoïsme et juste d'être un mauvais papa. C'était quelque chose qui m'aurait pas rendu heureux. Donc peut-être que le fait de toucher le fond pour me reconstruire m'a aussi aidé à un moment donné. Après, on s'approche un peu de la psychologie de comptoir, mais avec le recul, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour devenir le papa que je voulais être. Comment on fait pour aller à l'encontre de qui on est ou de qui on est devenu? Tu sais, il y a un peu cet adage, non mais on change pas les gens. Ouais, on change pas les rayures d'un zèbre. C'est une phrase que j'ai entendue tellement souvent, à laquelle je croyais tellement. Et en fait, ça me fait penser un peu quand on regarde les télécrochets à la télé où ils disent, il y a souvent des personnages qui disent non mais moi j'ai un gros caractère, ça passe ou ça casse. Non, t'as pas un gros caractère, t'as un caractère de merde. C'est très très différent en fait. Avoir un caractère, ça veut dire être sûr de où on va aller, mais avoir un bon caractère, ça veut dire de sans cesse se remettre en question. Et avoir un mauvais caractère, c'est de pas se remettre en question. Et je crois que malheureusement dans notre société, on fait pas assez la différence, quoi. Et je crois que quand on est persuadé d'être bon dans ce qu'on fait et qu'on veut plus se remettre en question, c'est là où on devient mauvais. Donc il faut de toute façon toujours se réinventer. Et puis moi là, j'en étais arrivé à un point où en plus avec cet échec-là, j'étais obligé de repartir de zéro parce que voilà, après un échec, de toute façon c'est bien, il y a tout qui est balayé, donc on reconstruit un peu comme on peut ouais, et comme on veut. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que t'es allé... je sais pas, est-ce que c'était contre-intuitif pour toi au début? Est-ce que t'as dû te forcer? Enfin, je pense qu'il y a vraiment un gouffre, un pont entre vouloir être quelqu'un d'empathique et... Ouais, j'en étais pas là encore. Non, mais tu vois, se dire, je sais pas, t'as peut-être des personnes qui sont, disons, par exemple, voilà, je prends mon exemple, moi je suis très impatiente. Mais vraiment, c'est chaud. Oui, dans l'idée, j'aimerais bien me dire comme toi, un jour, je me suis dit, mon impatience, ça suffit, il faut que je devienne patiente. Mais en fait, j'ai l'impression, peut-être à tort, que c'est un mécanisme intériorisé qui fait partie de moi et de ma personnalité. Et donc, en fait, essayer de devenir patiente, ce serait vraiment me faire violence. Tu vois ? Est-ce que tu t'es fait violence, toi ? Est-ce que t'as dû te renaître ? Après ma carrière, ouais. Okay. En 2012, à la naissance de ma fille, la seule empathie que je me permettais d'avoir, c'était pour ma fille. Et même pour la mère de ma fille, j'étais clairement, avec le recul aujourd'hui, pas assez à l'écoute et j'étais pas forcément le mari attentionné que je suis aujourd'hui avec ma compagne, quoi. Mais voilà, c'était aussi dans ce mode où je pensais que j'avais besoin d'être cette personne-là pour pouvoir gagner les grands championnats. Et par contre, en 2017, quand j'arrête de nager et que je dois devenir une vraie personne, parce que ça marche plus maintenant, l'excuse d'être un sportif de haut niveau, et que je sais que ce que je suis en train de dégager, j'ai pas du tout envie de transmettre ça à ma fille. Là, ça a été dur de vraiment tout changer, parce qu'il fallait vraiment tout changer. Là, c'était vraiment plus compliqué. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut tout changer ? Il y a un moment où je me dis il faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul, sinon personne ne le fera. Je suis au Chalet des Îles à Boulogne. En fait, c'est un restaurant qui est sur une île, comme son nom l'indique. Et on a pris l'apéro avec des amis, on est dehors en train de discuter. Et puis il y a une dame qui passe un peu en panique et qui me dit est-ce que vous n'avez pas vu mon fils, il a un kawaii rouge, je l'ai perdu de vue. Alors, j'y allais souvent, je savais qu'il n'y avait aucun risque de noyade. Mais la réponse que je dis, j'ai vu un enfant faire de l'apnée tout à l'heure, mais il avait un kawaii bleu, ça ne devait pas être ça. Parce que nous, on était dans la déconne et tout, et au moment où je dis ça, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est stupide ce que tu viens de dire, c'est méchant, c'est gratuit, c'est
Enfin, la maman, elle est en panique et toi, tu fais une mauvaise blague. Et mon pote me regarde avec des grands yeux en me disant, ça là, il est vraiment pourrave, quoi. Tu vois, enfin, et je m'en veux systématiquement. La nana me regarde avec des yeux, elle a envie de me tuer, ce que je peux comprendre directement. Et elle s'en va sans même m'insulter alors qu'elle aurait pu. Et donc, elle revient avec son petit garçon ou sa petite fille quelques minutes après. Donc, je me lève de table et je vais m'excuser pour ce que je viens de dire. Je lui dis, je suis désolé, c'était totalement inapproprié, on était dans la blague, mais c'était, voilà, je m'en excuse. Et la dame me met la main sur l'épaule et me dit, non mais je vous avais pas reconnu, venant de vous, c'est drôle. Et en fait, je me dis, ah ouais, donc en fait, je peux être le plus gros blaireau de la Terre, jamais personne me dira que je suis un blaireau, quoi. Et je suis rentré chez moi, ça m'a vraiment choqué, cette phrase, en fait, où la nana était presque contente que j'ai fait une mauvaise blague à elle. Et là, je me suis dit, donc il faut vraiment que ce déclic qui vienne de toi. Et donc j'ai décidé de commencer à avancer et de sortir de ce mauvais côté j'allais dire de la célébrité, mais en tout cas d'être connu. Je pense que les gens aimaient être avec moi parce que j'avais cette aura de champion, qu'on pouvait aller un peu là où on voulait, qu'on était tout le temps bien reçu et tout ça. Et je devais, moi, me reconcentrer sur moi-même. Et quand j'ai commencé ce travail sur moi-même, c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Alice. Comme par hasard, la vie fait qu'on a des bonnes surprises quand on commence à décider de prendre des bonnes initiatives. Et là, elle m'a vraiment accompagné pour devenir la personne que j'avais envie d'être. Comment ça se matérialise, cette transformation ? Ça peut paraître, là aussi, un objectif, comme tu le disais avant, qui paraît trop loin, qui paraît trop ambitieux, qui peut être décourageant. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ce soit pas juste un objectif, mais que ce soit finalement... un but que tu vas accomplir? Déjà parce que j'en suis fortement persuadé que je veux pas devenir la personne que je suis. Je veux pas rester dans ce mood d'ancien sportif qui se permet tout ce qu'il veut, que j'ai pas envie de devenir le summum du bof. Voilà, clairement, j'étais vraiment là-dedans et j'avais pas envie de continuer là-dedans. J'avais pas envie de donner cet exemple à ma fille et j'avais envie de me prétendre féministe et j'étais au total opposé, quoi. Donc en fait, ce que je dégageais et ce que j'avais envie d'être était complètement opposé. Donc c'était, j'allais dire, presque plus facile de tout raser pour repartir parce qu'il n'y avait plus grand chose déjà, et donc j'en avais vraiment la conviction. Donc ça, déjà, c'est la première arme, c'est d'être sûr de vouloir y aller. Et puis ce qui me motivait le plus, c'était vraiment de pouvoir voir à travers les yeux de ma fille une fierté de son papa, du papa, pas du champion, pas des yeux à travers les autres parents d'élèves et tout ça, de vraiment dégager des valeurs qui pouvaient me toucher. Donc déjà, c'était de retrouver les valeurs que j'avais envie de transmettre à ma fille. C'était de retrouver une hygiène de vie aussi convenable, parce qu'une semaine sur deux, j'étais papa, mais une semaine où je l'avais pas, c'était n'importe quoi. J'étais tout le temps en soirée et pas forcément avec... quand on est qu'en soirée, on n'est pas forcément avec des gens qui nous tirent vers le haut. Même souvent le contraire. Et donc c'était de me reconstruire aussi autour du sport, parce que j'avais arrêté le sport complètement. Donc il y avait énormément de choses à mettre en place et je savais juste que en remettant tout ça en place, j'allais gentiment commencer à avancer et puis ça allait assez vite après quand j'ai rencontré Alice. Quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à ta fille ? L'empathie déjà, parce que c'était quelque chose qui m'était tellement éloigné et elle l'avait beaucoup, elle était très à l'écoute des gens et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez ma fille, cette façon dont elle arrive à ressentir les sentiments des autres. Le courage aussi, donc ça je l'ai un peu gardé aussi du sport de niveau, mais d'arrêter de se cacher derrière des excuses. Et puis là moi j'étais vraiment dans un carrefour de ma vie où soit je me cachais toute ma vie derrière l'excuse de j'étais sportif de haut niveau, on m'a éduqué comme ça, ou il faut être celui qui parle le plus fort et qui fait les blagues les plus mauvaises pour être le bof et continuer à être devant, soit on prend la responsabilité de changer. Donc il y avait plein de choses qui se sont mises en place et j'avais envie, vraiment envie de me prouver que c'était possible. Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur lequel tu as envie de travailler ? Que t'as pas encore atteint ? Toujours, heureusement. J'ai toujours envie je sais que je suis sur une voie qui me correspond un peu plus, dans laquelle je me sens un peu plus fier. Mais il y a toujours du travail à faire, à progresser sur de nombreuses choses. Je procrastine beaucoup. C'est des choses qui m'agacent. Mais il faut que je mette les choses en place pour y arriver. Et puis, ce serait... faux et tellement arrogant de dire que ça y est, je suis arrivé au summum et qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il y avait énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de progresser. Et puis la vie amène tellement d'aléas qu'on a toujours de quoi devenir meilleur dans de nombreux domaines. Comment on peut procrastiner et être un champion sportif ?
Quand je nageais, j'étais pas dans ce mood-là. C'est-à-dire que j'étais vraiment sur l'objectif. Tous les jours, je faisais le boulot et j'étais vraiment investi à 100%. Là, aujourd'hui, je fais des conférences en entreprise. J'adore démarcher, j'adore me vendre, j'adore travailler les conférences, j'adore faire les conférences. C'est tout ce qu'il y a après, en fait. Tout ce qui est normalement plutôt sympa, c'est les notes de frais, c'est se faire payer. Tout ça, c'est quelque chose qui me saoule un peu, en fait. Ce côté où on va réclamer l'argent, même si c'est facile, hein, il y a pas de mauvais payeurs, mais tout ce côté-là, c'est quelque chose sur lequel j'arrive pas à me motiver et j'arrive pas à trouver, alors que c'est complètement stupide de se dire t'as travaillé, tu vas récupérer ton salaire, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Mais non, moi j'arrive pas à me motiver là-dessus, donc il faut que j'arrive à apprendre et à trouver justement une façon de me motiver pour le faire. C'est en cours. Ouais, il y a plusieurs écoles à ce sujet-là. Jonathan Lehmann, que j'ai reçu sur ce podcast, il conseille de faire un jeu de tout. Donc tu vois, toi qui as l'esprit de compétition, ça pourrait te dire ok, je vais faire un peu un jeu pour savoir qui va me payer le premier. Et je coche les cases dès qu'il y en a un qui est payé. Enfin, tu vois, un peu cet état d'esprit-là. Et t'as David Laroche, que j'ai aussi reçu sur ce podcast, qui dit que la procrastination, c'est juste viser le mauvais rêve. Et qu'en fait, quand on est réellement motivé par une tâche, un objectif, on ne procrastine pas. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être d'accord. Enfin, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si jamais tu ne peux qu'être tout seul à faire ça, essaie d'en faire un jeu. Mais si tu peux t'entourer de personnes qui peut-être préfèrent ces tâches administratives, je pense que tu vois, je pense pas qu'on puisse non plus changer totalement qui on est. Et si t'es pas passionné d'admin, je sais pas ce qui te permettra de le devenir, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec les deux. C'est vrai que les deux sont un point de vue très intéressant. Mais là, je suis en train de me dire, je suis pas très loin de pouvoir prendre quelqu'un pour faire ce côté administratif. Donc, j'y pense de plus en plus. Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'être conférencier après avoir été les Jeux, et on reviendra sur les raisons de ton arrêt en 2017, c'est ça ? Parce que, d'une source proche, tu aurais pu travailler pour le ministère des Sports, tu aurais pu être entraîneur, tu aurais pu faire beaucoup d'autres activités. Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'être conférencier alors même que, tu le disais, l'école ou la prise de parole, ça n'a jamais été ce que tu aimais le plus faire? En fait, ça a commencé un peu par hasard avec un sponsor, avec Clarins, avec qui j'ai eu la chance d'être égérie pendant 6 ans. Et à la fin de mon contrat, sur les 2-3 dernières années, ils avaient leur grand séminaire annuel et ils m'avaient demandé de venir faire une intervention chez eux pour parler du parallèle entre le sport et le monde de l'entreprise. Donc j'y suis allé, mais vraiment sans travailler, en mode interview avec le big boss. À la sortie de cette interview, il y a énormément de gens qui m'ont dit « Ouah, ça j'ai trop aimé, ça je vais le garder, ça va être trop bien dans l'entreprise, je vais essayer de le faire comme ça ». Et en fait, toute la soirée, j'ai vraiment eu des compliments sur ce que j'ai raconté assez intuitivement. Et je me suis dit « Mais c'est pas mal comme reconversion, parce que c'est quelque chose qui intéresse les gens et qui m'intéresse aussi d'en parler ». Et donc, au début, je me suis dit, voilà, une fois que j'aurai arrêté de nager, ce sera bien d'avoir vraiment une reconversion arrêtée. Et conférencier, c'est un bon point de départ. Je ne sais pas si je vais le faire toute ma vie, mais en tout cas, au moment où je décide de faire des études pour être vraiment conférencier, je me dis ça, au moins sur les 2-3 prochaines années, je sais où je vais. Et en fait, les 2 dernières années de ma carrière, je décide de reprendre les cours pour avoir ce diplôme de conférencier. En fin de compte, je passe pas le diplôme parce que ça coûtait un bras et que mon nom suffisait et les compétences pouvaient me permettre de travailler. Et quand j'ai commencé à faire les conférences, ce qui m'a le plus plu, c'est le travail en amont, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait ma psychanalyse et je la fais toujours. C'est-à-dire que voilà, même là, quand on parle de podcast, je me pose des questions et quand je vais rentrer sur une question peut-être semblable sur l'entreprise, pourquoi procrastiner, je vais partir sur ce que tu viens de me dire. Je vais peut-être reprendre les auteurs que tu m'as donnés, lire leurs livres, avancer. Et c'est quelque chose que j'adore, en fait, où on est toujours en recherche de données. Alors pas d'abord pour soi-même, mais aussi pour essayer de partager. Et c'est quelque chose que j'adore, voilà, sans arrogance, juste partager mon expérience. Parce que je suis docteur en rien, donc juste partager mon expérience en disant voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché, j'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait peut-être mieux marché, et il y en a qui ont fait ça ou j'ai fait ça et ça n'a pas du tout marché, donc faites gaffe de ne pas tomber dans ces pièges. C'est comme ça que j'aime partager et donner quelques clés de réussite. T'as des regrets ? Le regret que j'ai, c'est en 2012, pendant l'année olympique. Donc, juste pour remettre, en 2010, je gagne les Europes. En 2011, je gagne les championnats du monde. Et en 2012, je fais 4 aux Jeux. Et en 2013, je regagne les mondes. J'ai évidemment ce regret de ne pas avoir de médaille olympique, mais
ce qui me fait le plus mal, c'est toute l'année, je suis allé voir mon entraîneur et je lui ai dit qu'on nageait pas assez. J'étais pas assez fatigué, que genre je voyais la fin des films le soir. C'est pas normal quand on est nageur. Il faut à 10h normalement on va se coucher. Faible. Ouais. Je disais, j'ai pas assez, on va pas assez loin dans l'entraînement. J'en ai encore. Il faut qu'on aille plus loin pour progresser parce que c'est l'année olympique et à chaque fois, il me disait non, t'inquiète, on a assez travaillé et cette année, ça va le faire avec ce qu'on fait, fais-moi confiance. Et à chaque fois que la méthode couait, quand on te l'a dit, travaille moins, ça va le faire autant, on a envie d'y croire, quoi. Et plusieurs fois dans l'année, je suis allé le voir en lui disant je sens cette petite voix en moi qui me dit que je travaille pas assez, on n'est pas sur les bases pour être champion olympique et tout ça. Et lui, à chaque fois, il me dit si, moi je suis persuadé que oui, fais-moi confiance. Et mon regret, c'est de ne pas m'avoir écouté. C'est-à-dire que j'en veux pas du tout à mon entraîneur qui croyait fort en ses convictions. Mais par contre, de ne pas avoir eu le courage de dire non, je change de groupe tout en restant à Marseille, juste je change de coach pour aller nager plus, pour aller vraiment vraiment dans mes convictions, dans ce dont je pense avoir besoin. Et j'ai pas eu le courage de faire ça. C'est-à-dire que j'ai aussi aimé ce côté en disant bon, mais on travaille moins, ça va marcher autant. J'ai été naïf et je pense même arrogant en ce moment-là et ça je le regrette. Cette arrogance-là qui a pris le dessus sur le côté travailleur et besogneux que je peux être, c'est mon plus gros regret. Après, la conséquence, c'est la médaille olympique que j'ai pas. Mais le vrai regret, c'est de pas avoir eu le courage de changer. C'est dur en même temps, hein. Je trouve, quand tu es entouré avec des spécialistes dans leur domaine, de porter la responsabilité. Tu vois, en fait, je dis ça, hein, je suis la pro, moi, pour refaire l'histoire, mais si tu t'étais écouté et que tu avais changé de groupe, ça se trouve, tu aurais fini 8e. Et là, tu te serais dit, qu'est-ce que je m'en veux de pas avoir écouté mon entraîneur. Tu vois, c'est ça qui est horrible. Hein. C'est sûr que autant je n'étais pas sur le podium. La même chose. Mais sur le moment, j'aurais pris la même gifle. Peut-être avec ce côté, j'aurais dû écouter, t'as été arrogant de partir. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que je l'aurais mieux digéré. Parce que j'aurais assumé ce que j'avais dans le ventre, ce que je ressentais. Et il y a une phrase que Kersozon, le navigateur, dit et que... Voilà, j'en ai fait vraiment une phrase importante dans ma vie, c'est quand il y a doute, il n'y a pas doute. Donc lui, il dit, quand à un moment donné, on tire des bords, si je commence à douter en me disant est-ce que c'est un peu trop dangereux, c'est qu'il ne faut pas que je le fasse, parce que c'est que je joue avec ma vie, et voilà, s'il y a doute, il n'y a pas doute. Et aujourd'hui, c'est une doctrine dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que quand je commence à travailler sur quelque chose et que j'en ai pas envie, que c'est plus compliqué de me lever, que c'est pas, j'en trouve pas la motivation et tout, je me dis, là, si tu veux pas le faire, c'est qu'il y a... Même si c'est quelque chose qui peut marcher et tout ça, si tu veux pas le faire, il faut pas le faire. Il faut pas y aller, tu auras d'autres choses qui vont t'exciter. Et j'aurais aimé avoir le courage de changer quand même. Parce que au moins, j'aurais assumé ma défaite et pas avoir mis mon destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'avec cet entraîneur, j'ai gagné avant grâce à lui, j'ai gagné après grâce à lui. Mais on était en accord. Et là, on était en désaccord. Donc, tu as gardé le même entraîneur même après ça ? Non, après il est devenu, même lui il a vécu l'échec de tout le groupe de natation. Donc en une semaine, je l'ai vu prendre 10 ans. Ça a été d'une violence inouïe pour lui. Et après, il a décidé de devenir plus manager, c'est-à-dire de manager les entraîneurs. Il s'est un peu éloigné des bassins parce que ça a été trop violent. Il a fallu lui aussi qu'il se reconstruise. Et moi, je suis parti avec l'entraîneur où on nage plus, justement, où... quelque chose auquel je croyais, et puis ça a marché aussi quelques mois plus tard. Mais j'en veux pas du tout à cet entraîneur-là. Ça fait partie de la vie, et puis il a clairement pas voulu nous boycotter, quoi. C'était une conviction qu'il avait, mais il faut savoir s'écouter aussi. C'est quoi ton rapport au bonheur ? Quand on est sportif de haut niveau, il y a un peu ce que le sociologue Marcel Mauss a théorisé comme étant le fait social total, qui fait que, en l'occurrence, la natation est non seulement le centre, mais aussi le tout de ta vie, quoi. Mmh. C'est-à-dire que tes journées sont organisées par rapport à ça, tu penses natation, tu respires natation. Comment ton bonheur a évolué, quoi, à l'époque où tu étais encore nageur de haut niveau et aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours été épicurien, c'est-à-dire que la natation, ça faisait partie de ma vie, c'était ma vie. Mais à côté de ça, j'avais besoin d'être épanoui aussi. Donc, j'ai toujours été un bon vivant sur le bon vin, sur de la bonne bouffe. Donc, quand j'étais sportif de haut niveau, il y avait quand même cette petite parenthèse qui a toujours été présente. Alors, évidemment, elle était très rare et vraiment bien. Enfin, voilà, quand je faisais un repas à la maison, je savais exactement le jour que je le faisais parce que le lendemain, j'avais repos. Il fallait que tout tourne autour de moi. Et pour la performance, si c'était un jour où le lendemain, j'avais un entraînement très dur, à 10h, je partais parce que de toute façon,
C'était pas dans mon... Enfin voilà, donc j'essayais vraiment de créer mon emploi du temps autour de ça, mais c'était important aussi d'avoir ces moments sociaux où je n'étais pas que nageur, j'étais aussi un être humain et un être humain heureux. Donc voilà, c'est des week-ends un peu à la cool. J'adorais, j'ai toujours aimé tout ce qui pue l'essence. Donc c'était des week-ends de voiture où pendant tout le week-end on roulait sur circuit. C'était des petits trucs comme ça, des petits kiffs où je me permettais quand même de me sentir vivant et de pas me sentir que nageur dans ma bulle. Et je pense que ça amène aussi, ça enlève beaucoup de pression quand on arrive en compète. Si on n'est que nageur, quand on arrive le jour de la compétition, on a mis tellement de notre vie entre parenthèses qu'on a que la peur de l'échec, quoi. Ouais. En se disant là, si tu rates, t'as raté ta vie, quoi. Ouais. Alors que si on arrive à avoir cet équilibre en se disant quand même je kiffe ma vie et je kiffe ce que je fais aussi dans les bassins, quand on arrive en compète, on se dit on est là où on doit être, quoi. Il y a pas voilà, j'ai plus à gagner qu'à perdre parce que je suis heureux quand même. Donc voilà, j'essayais vraiment de jongler entre ces deux domaines dans lesquels je voulais un dans lequel je voulais exceller et de l'autre dans lequel je voulais m'épanouir. Et puis une fois que ma fille est arrivée au monde, là voilà, le côté épanouissement était facile parce que il suffisait que je la regarde, que je passe 5 minutes avec elle, qu'on rigole 2 minutes et je savais pourquoi j'étais sur cette terre et c'était pour ce petit bout. Donc voilà, après ça a été encore plus facile de relativiser par rapport à la natation. Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui ? Mes enfants, toujours. J'ai toujours envie d'être un papa exemplaire. Alors, je sais que ça ne le sera pas. Là, on arrive sur l'adolescence pour la petite, donc je sais que elle va se rendre compte que je suis pas le papa parfait. Mais je n'ai pas la prétention. On en parle beaucoup et voilà, j'ai envie que mes enfants soient épanouis. Et je sais que ça passe aussi par une remise en question non-stop dans ma vie. Et puis, j'ai envie de m'épanouir dans le milieu professionnel, dans lequel je travaille aujourd'hui, dans les conférences. J'ai pas mal de projets sur lesquels j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avancer. Et j'ai envie aussi que ma femme s'épanouisse aussi. Donc voilà, j'ai plus envie d'être le centre de la famille, j'ai envie de faire partie d'un tout. Et voilà, on a chacun notre rôle à avoir, mais je veux que tout le monde soit épanoui et je veux que ce soit aussi un peu grâce à moi. Il y a un sujet, c'était bien sûr à l'aise de l'aborder, mais je sais qu'Alice, on parle beaucoup sur ses réseaux, le fait qu'elle ait eu un cancer du sein. Comment tu l'as vécu, en fait, tout simplement ? Au début, je l'ai subi. Alice, en fait, sent une petite boule au sein alors qu'on était en train de regarder la télé tranquillement en autopalpation. En fait, elle a senti une petite boule et donc elle a décidé d'aller consulter. Donc elle fait les examens et quelques semaines après ça, on aménage à la maison. Donc il y a toute la famille qui vient, tout camping à la maison, pizza sur le déménagement, enfin pur moment de bonheur. On a notre chez nous, on a monté la chambre de ma fille, on sait qu'on a une chambre d'amis qui sera fait pour notre bébé et donc ça c'est le week-end et le lundi j'ai un de mes potes qui vient boire le café à la maison et Alice m'appelle, me dit j'ai eu les résultats du médecin. Je dis mais de quel résultat tu me parles? Et elle me dit tu sais pour le sein. Et je dis ah oui, et elle me dit il faut qu'on aille voir le docteur. Et là clairement je sais que si le docteur dit pas tout va bien, c'est que tout ne va pas bien. Et Alice c'est un état de choc, moi je tombe de très haut parce qu'on est vraiment sur notre petit nuage à ce moment-là, on a réussi à trouver un équilibre entre nous et tout, c'est la folie. Et au début je l'ai vraiment subi, ça a été super compliqué, j'ai essayé d'être le plus à l'écoute possible par rapport à elle. Je sais qu'elle voulait faire beaucoup de choses sans moi aussi parce que quand elle est à l'hôpital c'était plus Alice mais c'était la femme de Camille et pour elle c'était assez difficile d'être la malade, la femme de Camille, enfin ça faisait beaucoup donc sur beaucoup d'examens elle y allait toute seule et puis moi j'attendais sur ma moto dehors pour la ramener à la maison après et voilà, essayer d'être à l'écoute et puis c'est pas un moment facile ni pour encore moins pour la malade ni pour l'accompagnateur mais tu vis un sentiment de colère, d'injustice, la vérité c'est que le premier sentiment que j'ai eu c'est je me suis dit j'aurais préféré que ça m'arrive à moi, genre une bêtise déjà parce que c'est tellement, enfin en vrai pas du tout, mais c'est ce côté un peu arrogant d'ancien champion qui est revenu. T'as réussi à la développer hein. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit de l'empathie mais plus genre c'était très étrange en me disant
bon, moi je suis sûr, j'aurais eu le caractère pour lui péter la gueule à ce cancer, et puis j'ai pas envie que ça y arrive à elle, parce que c'est mon appui aujourd'hui, et que je sais comment je pas. Et en fait, le fait de me dire ça m'a mis une gifle aussi, en me disant, mais t'es qui pour dire, t'aurais préféré. Enfin, ça veut dire qu'elle est pas assez forte pour y arriver, ça veut dire que. Enfin, c'est complètement stupide comme réplique. Et donc, derrière, évidemment, je me dis, j'aurais aimé que ça arrive à personne, déjà. Et je me suis dit, simplement, reste à ta place, quoi. Essaye d'être à l'écoute le plus possible, de vraiment comprendre ce dont elle a besoin. Et à un moment donné, elle avait besoin de voir des gens. À un moment donné, elle avait besoin de voir personne. Donc, on a passé des semaines où je sortais juste pour travailler, et qu'on s'est fait des séries Netflix non-stop parce qu'on avait besoin d'être bras dessus, bras dessous, sans forcément se soucier du lendemain parce qu'on en avait trop peur. Et puis après, on a réussi à se relever. Une fois que l'opération allait passer, on a commencé à avancer. Et c'était à l'annonce de la fin du cancer que ça a été le plus compliqué, en fait. Entre nous, parce que moi, ça y est, c'était passé. Je dis, ça y est, ça en est sorti, on va pouvoir avancer. Et puis, j'ai repris mon ordinateur, j'ai repris toutes les cartes de visite que j'avais emmagasinées pendant toute cette période. Et j'ai renvoyé des messages, j'ai repris à travailler. Je me suis dit, c'est trop bien, on vient de monter une colline qui a été super compliquée. Puis maintenant, la vie, elle est devant nous, on fonce, quoi. Et sauf qu'en partant comme ça, j'ai pas vu qu'Alice, elle était encore en état de choc et qu'elle allait rester au même point, quoi. Et très vite, en fait, elle m'en voulait de bosser, elle m'en voulait d'avancer, elle m'en voulait d'être aussi fou dans ma vie. Et moi, je comprenais pas. Je disais, mais tout va bien, pourquoi tu bloques, quoi. Et à force de discuter, j'ai compris. Elle m'a fait comprendre surtout où elle en était. Et donc, on a réussi à trouver retrouver ce point d'équilibre, mais on a vraiment failli se séparer à ce moment-là, juste à l'annonce de la fin du cancer, on a vraiment failli se faire. C'est fou, ouais, contre-intuitif, mais ouais. Ça a été vraiment, il n'y a pas de vérité pendant ces combats, mais je trouve ça très courageux qu'elle en parle autant et qu'en fait on démocratise le fait d'en parler. Enfin, tu vois, que ça reste pas un truc qu'on cache un peu au placard, enfin, que ce soit ça ou la santé mentale. Mon combat, c'est beaucoup la santé mentale, mais le fait qu'il y ait des figures publiques qui en parlent, ça aide beaucoup de personnes qui traversent la même chose, déjà à se sentir moins seul, et puis surtout à rappeler que c'est pas de leur faute, quoi, qu'on n'est pas responsable. C'est ça, parce que tous les malades le subissent, quoi, se disent je fais vivre ça à ma famille, je fais vivre ça à mon conjoint, à mes enfants. Alice, quand quand on lui a annoncé que c'était un cancer, elle m'a dit, mais tu peux partir. J'ai dit, peux partir où? Elle me dit, on peut se séparer avant le début de la maladie et tout. Je dis, merci de me laisser le choix, mais c'est pas du tout ce que j'envisage, quoi. Et donc là, on voit vraiment la culpabilité, quoi, en mode je peux pas te faire subir ça, c'est de ma faute. Donc c'est horrible. Et puis le fait d'en parler, c'est que tous les gens se rendent compte qu'on passe tous par le même cheminement. Les accompagnateurs, on vit tous la même chose, les malades vivent la même chose, et c'est très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à Alice, on en parle beaucoup. On essaye d'aider un petit peu à notre échelle, j'allais dire de dédramatiser, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, de soutenir, déjà d'enlever cette culpabilité, parce que il n'y a pas grand-chose à faire à part se gagner du temps avec l'autopalpation et les rendez-vous chez le médecin. Ouais. Est-ce que tu vois un psy ? Non, je vois pas de psy. C'est quelque chose auquel j'ai pensé il y a pas très longtemps, en me disant ça peut être sympa, parce que je travaille beaucoup sur ça, sur le retour sur ma carrière, sur la façon dont j'ai évolué, la façon dont j'ai envie d'évoluer, et je me dis qu'avec un psy ça peut aller plus vite. Il y a le côté j'ai pas trop le temps, le côté c'est une bonne excuse pour ne pas y aller, et j'ai pas cherché la bonne personne pour le faire. Je sais pas, je me dis que la vie un jour m'amènera quelqu'un en qui j'ai confiance, mais qui est pas mon ami, et qui connaît machin, et que là je franchirai le pas. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, j'en ressens pas forcément le besoin. Je travaille assez sur moi-même, et je me dis un jour, si je sens que si j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout, je me dis le psy va me mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, il va falloir que je reconstruise tout ça, et c'est quelque chose qui m'intéressera, mais pour l'instant, j'ai pas pris le temps de le faire. Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie ? Alors, une journée dans ma vie, on va prendre celle d'hier par exemple, c'est un réveil selon mon fils entre 7h et 7h30 dans les bons jours. Ah, ça va, ça pourrait être ça va, maintenant ça va mieux, depuis quelques temps ça va mieux. Je réveille ma fille aussi qui va à l'école. Alors on est sur une semaine sur deux un peu plus à la maison, parce qu'il y a le petit frère, et donc elle reste un peu plus à la maison, mais je réveille ma fille, elle commence les cours à 9h, je l'amène en moto. Dès que je reviens en moto, j'amène
j'amène mon fils à la crèche en vélo derrière le siège, ou alors on y va en courant avec Alice, ou alors c'est elle qui va, on tourne sur le petit. Ensuite, je rentre à la maison, je travaille sur les mails, sur l'organisation de mon planning, de mes conférences, sur la compta quand j'en ai envie et que je suis assez motivé. Et dedans, j'essaye 4 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, de garder 1 heure de sport, 1 à 2 heures de sport pour aller courir. Parce que c'est quelque chose qui fait du bien à mon mental surtout. Ça me permet de garder l'équilibre, de ne pas avoir cette fatigue mentale qui m'épuise, mais d'avoir une fatigue physique qui me permet de bien dormir le soir. C'est vraiment très important pour mon équilibre mental. Et puis c'est aussi une activité qu'on fait avec Alice, qu'on vit en couple. Donc voilà, là, on n'habite pas loin des Calanques, donc il suffit qu'on court 20 minutes et on se retrouve en pleine forêt avec des vues imprenables sur la mer. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc ça, c'est des moments que j'aime partager avec elle. Et puis on a un chien aussi qui adore courir. Ah donc voilà, c'est des moments qui sont importants. Et puis après, je retourne devant mon ordinateur ou devant mon téléphone et je repars bosser jusqu'à 16h, où soit Alice, soit moi, on va chercher le petit. À 17h, je vais chercher la grande. Et après, c'est des moments qui sont un peu plus en famille, à part si on a des obligations professionnelles. Mais voilà, ça, c'est les bonnes journées que j'aime bien. Et puis, dans ces journées-là, il y a 1 ou 2 journées par semaine où je dois monter à Paris pour travailler, pour des rendez-vous, pour des conférences. Et, pour le podcast de Louise, voilà. Ça, pour le podcast. C'est pas dans les journées que j'aime bien. Non, mais c'est bien. Il faut, quand j'ai commencé à beaucoup travailler en cette année olympique, Alice, je dis putain, je travaille beaucoup et tout, je vois pas beaucoup. Et elle m'a dit, on n'a pas le droit de se plaindre pour ça. C'est un choix. On travaille, on a de la chance de pouvoir bosser, on a la chance de gagner plutôt correctement notre vie, on n'a pas le droit de se plaindre. Et elle me dit, si un jour c'est trop, on ralentira. Mais par contre, si tu es en adéquation avec ce que tu fais, on se plaint plus. Et c'était en janvier qu'elle m'a dit ça. Et depuis hier, elle m'a dit ça va. Je dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai retenu la leçon. Et elle a souri, elle m'a dit non, mais bien sûr. Mais je dis non, mais c'est vrai que moi ça va. Et souvent on se demande si ça va tous les deux, parce que vu que je travaille beaucoup, elle est un peu plus à la maison. Et bon, ça va être jusqu'au jeu. Après, on va retrouver un équilibre. Mais c'est important de toujours se le demander et de pas prendre ça pour acquis, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que quand tu as arrêté la natation, tu as eu une crise d'identité ? Complètement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, et j'ai beaucoup retrouvé ça chez des personnes qui sont très très actives et qui partent à la retraite. Ah oui. Et qui du jour au lendemain se retrouvent avec leur femme, alors que 4 jours par semaine ils étaient en voyage d'affaires parce qu'ils étaient à 100 à l'heure, et que du jour au lendemain ils n'ont plus rien et ils sont à la maison 7 jours sur 7, et que leur seul délire c'est d'aller jouer aux cartes avec leurs amis qui sont pas forcément tous à la retraite, et en fait ils perdent tout en vrille, quoi. Ils pètent un plomb. Faut se reconstruire, en fait. Faut se savoir qui on veut devenir, se retrouver des nouveaux objectifs qui sont pas forcément professionnels, qui sont alors moi c'était professionnel mais complètement différent de ce que j'avais connu. Donc j'ai vraiment j'avais cette image, je me disais je me disais je suis un joli vase percé. Alors je disais joli parce que j'avais de la chance de faire encore de la pub et je me disais au moins ça me tient, et de faire quelques conférences, et je savais que c'était pas que pour le palmarès que j'avais la chance de pouvoir travailler, qu'il y avait tout ce qui s'était passé au niveau de la pub autour de moi. Et je me disais je suis un joli vase vide, il va falloir vite le remplir si tu veux devenir quelqu'un, parce que là c'est compliqué, quoi. Quand on me demandait de me présenter en quelques lignes, j'avais juste je suis papa 1 semaine sur 2 et un ancien champion. Il y avait pas vraiment de fond à ce que je racontais et à qui j'étais, et ça faisait peur. Qu'est-ce que tu aimerais te dire quand on te demandera de te présenter dans 10 ans ? Dure cette question. Intéressante mais dure. J'aimerais dire que je suis toujours curieux, que j'ai toujours envie d'apprendre, que je me suis encore trompé et que ça arrivera encore, et que je suis toujours à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, et que j'ai surtout aucune idée arrêtée et aucune certitude. Que j'ai quelques convictions mais aucune certitude. De qui t'as le plus appris ? Ça fait un peu canard, hein, mais mais j'apprends énormément de ma femme. Alors évidemment, je suis pas objectif, hein, mais pour le coup, elle, ce qui m'a vraiment séduit, c'était qu'elle est d'une empathie extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle ressent vraiment les gens, et elle les ressent dans les bons moments, mais surtout et aussi dans les mauvais. Et c'est quelque chose qui était tellement loin de qui j'étais quand on s'est rencontrés, qui m'a vraiment attiré au plus haut point. Et puis j'adore la façon dont elle a de verbaliser tout ce qu'on a. C'est-à-dire que moi au départ je suis plus un taiseux, quelqu'un qui parle très peu, et il faut deviner un petit peu ce que je pense.
Et avec Alice, elle a réussi à débrider un petit peu tout ça. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est important de pouvoir partager, de pouvoir échanger sur nos sentiments, et que la façon de le dire dédramatise tout. En fait, il n'y a aucune charge négative à avoir un sentiment sur un élément donné. Et si on arrive à poser les bons mots sur ce sentiment-là, soit la personne avec qui on décide de vivre sa vie va accepter, soit va faire des choses différemment pour que ça se passe mieux, soit nous on travaille sur soi-même, mais en fait il faut en parler pour que ça avance et pour qu'on arrive à trouver justement ce point d'équilibre où tout le monde est heureux. Et au départ c'était clairement pas gagné, et je crois qu'on s'en approche pas mal avec ça, donc elle m'apprend énormément sur la façon de grandir, d'évoluer avec tout le monde, de rester curieux et à l'écoute. C'est quelque chose que j'admire chez elle et qui m'aide beaucoup. Il semblerait que, ça on l'a vu, on le sait, ça fait 1 heure qu'on t'écoute, t'es un mec très cool, mais que tu donnes une éducation assez stricte à tes enfants. Je suis en train de chercher la source. Alors non, je trouve pas. Je trouve pas que ce soit forcément le cas. Je pense que pour les enfants, je suis convaincu que plus on met de barrières aux enfants, plus ils savent que ces barrières, ce sont les limitations de l'amour, en fait. Si on donne pas de barrières, les enfants ils se sentent pas aimés. Si on en met et qu'elles sont raisonnables et intelligentes, ils ressentent l'amour. Donc je suis assez libre, par exemple. Je suis vraiment un papa cool aussi. Ma fille qui est rentrée en 6e m'a dit je veux travailler toute seule. Je dis ok, si t'es en dessous de 15 de moyenne, je t'aide. C'est pas pour être vraiment sur tout ce qu'elle fait, mais j'ai envie de lui donner la confiance. Et puis si elle a besoin d'aide, à un moment donné, je serai là pour l'aider. Mais je trouve que c'est important d'être pointu sur l'éducation. C'est important d'apprendre des bonnes valeurs. Après, ils en feront ce qu'ils veulent, mais moi j'ai envie de leur inculquer les meilleures choses, et surtout enrober d'amour, parce que je les aime tellement fort qu'on risque rien là-dessus, mais voilà, essayer d'avoir une bonne éducation. Je trouve que le plus beau des compliments qu'on puisse faire à un parent, c'est vos enfants, ils sont bien élevés, ils sont gentils. Et j'ai eu la chance de les avoir sur la grande. Le petit, c'est en cours d'acquisition. A work in progress. Ouais, mais ça arrivera aussi, parce que voilà, on est sur des choses qui nous semblent importantes, et toujours avec rempli de cet amour-là. Donc mais non, je me trouve pas forcément papa dur. C'est qui a dit Alors ça? c'est pas dur, c'est strict. C'est Fred. Ah, Fred. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. D'accord, non, c'est pas Bousquet. Ok. AS, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Parce qu'il s'avère que j'ai vu la semaine dernière pour un rendez-vous. Je sais pas pourquoi, il a vu mon agenda, il a vu Podcast avec Camille Lacour. Il a fait mais tu sais que je connais très bien. Et après, d'ailleurs, il va t'engueuler. Il m'a dit, il m'a pas dit qu'il venait à Paris. Mais si, je le vois demain en plus. Ah d'accord, bon bah alors. Okay. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans ce que tu peux pas maîtriser dans l'éducation de tes enfants? Bien sûr, c'est ça être parent. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, peut-être dans cette génération qui évolue très vite quand même? C'est ça, c'est justement cette évolution où en fait ils vont vivre des choses que nous on n'a pas connues. Et on est obligé de leur faire confiance sur des points où on n'a pas forcément envie du tout. C'est-à-dire que voilà, quand je vois tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux, pas forcément les Instagram, les trucs comme ça, plus sur les photos, les relations de couple, les relations intimes, sur les jeunes amoureux, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est quelque chose que moi j'ai pas forcément connu, parce qu'à mon époque, sur les 3310, il n'y avait pas des photos, on s'envoyait pas des nudes. Clairement, on n'a pas eu ce problème. Et là, je me dis, c'est compliqué quand on est en couple, quand on est amoureux, quand on a 20 ans, de vraiment être strict là-dessus. À quel moment, moi, j'ai le droit de m'immiscer là-dedans? À quel moment je deviens intrusif? Ça, c'est quelque chose qui me fait très, très peur, parce que ça peut avoir des conséquences destructrices horribles. Et ça me fait très très peur. Ouais, ça c'est pour la petite, et pour le garçon, ce sera vraiment... Ne pas être celui qui fait leaker les nudes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment... Alors je pense pas que ce soit le cas, parce que mais j'ai pas envie qu'il... Bon, s'il le devient, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie qu'à un moment donné dans sa vie, il devienne ce que moi j'ai été à un moment donné. C'est-à-dire que... le beauf par excellence, là où il fallait qu'il soit supérieur à tout le monde, et aussi aux femmes, c'est quelque chose, juste de penser à moi à ce moment-là, j'ai vraiment peu de respect pour la personne que j'étais, et j'espère être
un assez bon père pour que lui n'ait pas besoin de faire ce travers-là pour se découvrir. Mais bon, après, si ça arrive, il se reconstruira aussi, mais voilà. Comment t'as appris à être un bon père ? Une fois, j'ai lu que être un bon bon parent, c'est de faire de son mieux. Et je me suis dit, mais c'est clair, c'est ça en fait. Il n'y a pas de définition plus réelle que ça. C'est de faire de son mieux. Et il n'y a aucune obligation de résultat, il y a juste une obligation d'investissement. Et c'est ce que je me suis dit, quoi. Il y a tellement de stress quand on est parent que soit on se noie dedans, soit on décide de le mettre de côté et juste de tout mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. Mais après, c'est leur choix, c'est leur vie. Et c'est ça qui est magnifique aussi. Enfin, moi, j'ai des potes qui sont papas de petites filles aussi qui me disent « ta fille elle est magnifique, tu vas mal vivre dans quelques années et tout ça ». Je dis non, écoute, on est tous devenus des bonnes personnes, on a tous eu des amourettes, on a tous eu des petits copains et des petites copines qui ont pas eu forcément de lendemain ou enfin ça n'a pas duré toute une vie, mais c'est comme ça qu'on s'en est construit. Et je vois pas pourquoi, en tant que papa, je vais interdire ça à ma fille. Au contraire, je préfère que son premier amoureux, elle le voit à la maison quand moi je vais courir et qu'on les laisse tranquillement. Comme ça, ils sont dans un cocon où ils sont bien, où elle se sent bien, où elle se sent en sécurité et qu'elle fasse pas ça. Enfin, j'ai pas envie que le moment le plus tard possible, mais le moment quand même il y a un petit peu le papa, quoi. Mais que voilà, ce soit pas dans une voiture, dans un vieux hangar désaffecté. Je veux être le plus cool possible en étant le plus juste possible. Mais la confiance, en fait, hein, c'est vrai que c'est ça le pilier. Mais ça fait trop peur. Ouais, c'est sûr. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? J'adore la question. Je fais plein de trucs. Pour la première fois avec Marius, on était allé se balader en moto la dernière fois. Il y a une petite moto électrique, on est partis tous les deux. Mais des moments à deux, c'est des choses que j'adore faire. Je pousse Alice à aller boire des verres avec des copines pour que nous, on passe des moments ensemble avec Marius, des soirées comme ça. Mais je suis allé ce week-end, le week-end dernier à Disney avec ma fille et sa meilleure copine c'était son cadeau de Noël. Ok. C'était pas la première fois à Disney, mais c'est la première fois comme ça avec Alice, ma fille et sa copine, où on était dans une chambrée. C'était plutôt cool. C'était chouette. Ouais, c'est un vrai moment privilégié vu que maintenant elle est la grande sœur et que le petit prend beaucoup de place. C'était vraiment chouette de la remettre au centre de l'attention. Est-ce que tu aurais une ressource, ça peut être un livre ou un film ou un documentaire qui t'a marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? C'est mon ami Ludovic Saraviello, c'est votre cerveau fournisseur officiel du bonheur. Et en fait, c'est un peu un mode d'emploi du cerveau. C'est-à-dire que il explique comment le cerveau réagit, il donne quelques exercices pour aller mieux. Et j'ai trouvé ça pas du tout relou. C'est-à-dire que c'est vraiment super cool à lire. Je l'ai lu, je l'ai dévoré le bouquin. J'ai eu la chance et l'honneur de faire sa préface. Et c'est vraiment un livre que j'ai filé déjà à mes parents, à mes meilleurs amis. Parce que ça donne des vrais dips dans la vie pour continuer à avancer, pour se donner des bons objectifs. Et je trouve vraiment bien fait. Est-ce que tu as une routine ou des non négociables que tu pratiques au quotidien ou très souvent ? C'est le sport. C'est vraiment, alors je vais même dire l'activité physique, parce que on en parlait tout à l'heure en off, mais le sport a un peu la connotation de performance. L'activité physique, c'est plus le bien-être, faire du sport pour se vider la tête. Et j'ai l'impression quand je travaille sur l'ordinateur, quand il y a un peu de stress, d'organisation, tout ce que le travail peut amener, j'ai l'impression que je remplis mon corps d'un stress qui peut être nocif. Et quand je vais courir, j'ai l'impression que c'est comme une éponge qui efface la mauvaise craie sur le tableau, en fait. Et quand je rentre du sport, j'ai l'impression que mon tableau est tout neuf et que je peux repartir. Et puis, même j'ai mis quelques titres que j'ai envie de faire, des choses, des façons de faire aussi que j'ai envie d'aborder. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une méditation de faire de l'activité physique, d'aller courir, d'aller marcher. Alors il y en a, c'est d'aller nager. Moi j'ai un peu plus de mal sur la natation maintenant, mais voilà, c'est vraiment sortir, se bouger et faire autre chose et se décrocher des écrans, ça fait du bien, alors que je suis un grand consommateur d'écran, hein, mais c'est quelque chose, si je le fais pas pendant une semaine, je me sens pas bien. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Alors je vais reciter Ludovic Saraviello parce que je trouve que son ouvrage est vraiment intéressant. Et puis j'ai lu beaucoup de choses sur la santé mentale, j'ai lu beaucoup de choses sur la préparation mentale. Et lui, c'est vraiment une façon d'aborder différente. Et sinon, en sportif, j'adorerais entendre Riner. Parce que c'est un mec qui a réussi à gérer quelque chose qui est ingérable. Ça fait 15 ans qu'il est le meilleur athlète de son sport. Il a gagné tout et n'importe quoi. Il arrive encore à se remotiver. Il a gagné dernièrement le Grand Slam de Paris. Il est en lice pour être à nouveau champion olympique. Et je me dis, comment ce gars-là, en ayant vraiment tout gagné, en ayant été le plus grand sportif de son sport, comment il fait pour être encore debout et surtout, il n'a même pas annoncé sa retraite après Paris. Il parle de Los Angeles dans 4 ans. Donc, le gars, il aura les cheveux gris, il sera toujours sur les tatamis. C'est une longévité qui me fascine et la façon dont il a de gérer son corps aussi. On sait quand il part en vacances, il prend 30 kilos. C'est genre pour repartir, pour ressentir tout ce cheminement vers le haut niveau, vers son état de forme. Je trouve que tout est fascinant et j'adorerais l'écouter. Et il fait peu de podcasts, je n'ai pas trouvé de lui. Ouais. Donc voilà. Bon, bah, Teddy, coming soon. Teddy, je t'écoute très bien. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Ça signifie de prendre son courage à deux mains et d'aller là où on veut aller. D'arrêter de se cacher derrière des excuses. J'ai mon préparateur physique qui disait une phrase magnifique, qui disait les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Et prendre sa vie en main, c'est arrêter de trouver des excuses et c'est de trouver des solutions. J'adore. Merci beaucoup Camille. Écoute, c'était hyper chouette d'échanger avec toi. C'était un plaisir. Je suis contente que ça se soit fait au final. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent peut-être te contacter pour faire une conférence, qui veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors professionnellement, LinkedIn. Ouais. J'ai découvert, je suis pas très actif, mais je réponds aux messages. Okay. Et puis pour me suivre dans la vie avec Alice et mes enfants, c'est sur Instagram. Donc je suis pas hyper actif là-dessus non plus, mais j'essaye de donner un petit peu de ma vie et puis souvent les bons moments, mais voilà, on essaye d'être le plus vrai possible sur les réseaux. Puis bon, les mauvais, on les a eu dans cet épisode, donc ouais. merci et puis même, encore on les partage aussi. pour cette transparence. Merci beaucoup. Merci Camille.